Et il est en train de montrer au peuple d'Europe qu'il y a une vie après l'Union européenne. Et on peut le voir sur au moins 3 grands sujets, si vous me le permettez. Premièrement, en matière sociale, c'est un Brexit social. Il a décidé d'augmenter de 6,2% le SMIC, alors que nous, on traîne en France un SMIC qui augmente à peine du niveau de l'inflation. Objectivement, nous ne sommes plus dans l'époque où on peut inverser le verdict populaire. Il faudra, et c'est peut-être ça justement qui rend triste Emmanuel Macron. Mais surtout, vous parliez de verdict populaire. Il y a eu un premier vote du Brexit à proprement parler, puis la majorité absolue donnée à Boris Johnson. Ça peut être considéré comme un second vote parce qu'on s'est dit non, finalement les Britanniques n'en veulent plus. Absolument. Je pense que la majorité, le triomphe de Boris Johnson en particulier, dans les classes populaires, dans la classe ouvrière, dans les banlieues où les gens étaient les plus pauvres, ont été ceux qui ont fait gagner le Brexit et qui ont fait triompher Boris Johnson, parce que précisément Boris Johnson a eu cet avantage de dire « je vais réaliser le Brexit avec ou sans accord ». Il a tapé du poing sur la table, ça a marché. Alors, nous, dans notre journal, on n'est pas des fanatiques de Boris Johnson. Il faut dire une chose, c'est que ce Brexit... il n'implique pas qu'automatiquement les politiques qui seront menées au Royaume-Uni seront progressistes, bonnes, formidables et que ça deviendra un paradis. Simplement, et ce n'est pas un détail, les Britanniques récupèrent le droit de déterminer eux-mêmes les politiques qui concernent leur avenir. C'est-à-dire ils redeviennent libres. Et évidemment, après, c'est la démocratie, ça sera ce que les gouvernements, ce que les élections feront. Mais au moins, ils ne sont plus contraints par l'Union européenne. Pas de catastrophe à l'horizon. Non, pas de catastrophe. Et tant pis pour tous ces gens qui prédisaient le pire pour la Grande-Bretagne. Non, la Grande-Bretagne ne va pas connaître de catastrophe avec le Brexit. Ça veut donc dire qu'on n'a jamais demandé aux Français est-ce que oui ou non on reste dans l'Union européenne. Eh bien moi je demande ici, formellement, au président de la République française, il en a le pouvoir, je dirais même il en a le devoir historique, de demander aux Français par référendum est-ce que oui ou non vous voulez sortir de l'Union européenne ou y rester. C'est un référendum sur le Frexit. Je pense que c'est la seule façon désormais de régler les problèmes proliférants qui entravent l'avancée de notre pays et qui au contraire plongent la France dans une situation de désastre de plus en plus intense. Bonjour, aujourd'hui nous allons faire une vidéo sur le Brexit, mais contrairement à nos autres vidéos, ce n'est plus l'apocalypse. En effet, depuis le 31 janvier, la Grande-Bretagne vient de quitter l'Union européenne. Elle a enfin retrouvé sa liberté. Nous allons rappeler les grands événements de cette difficile aventure et puis nous écouterons les avis d'un certain nombre de personnes qualifiées qui vont nous expliquer ce qu'ils pensent de ce Brexit. Bonne vidéo. Stands at a little over 17.4 million votes to exit. That was 51.9% of the vote, and a little more than 16 million to remain, or 48.1%. C'est une nouvelle défaite pour Theresa May. Hier soir, les députés britanniques ont à nouveau dit non à l'accord de Brexit négocié avec l'Union européenne. Les oui à droite, 242. Les non à gauche, 391. Donc les non l'emportent. Les non l'emportent. 391 députés ont donc rejeté cet accord. Le 15 janvier dernier, la Chambre des communes s'était déjà exprimée contre ce texte. Un cinglant désaveu pour Theresa May, dont la survie à la tête de l'exécutif est questionnée. Malgré tout, la première ministre britannique a réaffirmé après le vote que cet accord est le seul et le meilleur possible. Je regrette profondément la décision prise par le Parlement ce soir. Je continue pourtant de croire que la meilleure solution pour le Royaume-Uni est de quitter l'Union européenne, qui plus est avec un accord, et que l'accord que nous avons négocié est le meilleur accord possible et le seul qui est envisageable.
Ce soir, nous allons établir une motion pour le débat de demain, pour savoir si le Parlement est favorable à un départ de l'Union européenne sans accord le 29 mars. Pour Jérémy Corbyn, le leader de l'opposition, cet accord est non seulement mort, mais pas question non plus d'envisager un Brexit dur. Le gouvernement a encore dû s'incliner face à une immense majorité et doit maintenant accepter que cet accord, proposé par la Première ministre, est clairement mort et n'a pas le soutien de ce Parlement. Il est aussi évident qu'une sortie sans accord n'est pas envisageable. Nous l'avons déjà dit et nous le dirons encore. C'est pourtant sur cette question que vont se prononcer ce soir les députés britanniques. En cas d'exclusion d'un no deal, ils voteront à nouveau jeudi sur un éventuel report de la date prévue du Brexit. Reste à savoir si les responsables de l'Union européenne considéreront cette option. Car pour Bruxelles, toute demande de report devrait être dûment justifiée. Une impasse donc qui ne peut être réglée qu'à Londres. Theresa May demande donc officiellement le report du Brexit, une demande alors qu'elle refusait pourtant d'envisager cette possibilité. Les députés ont pour la troisième fois rejeté l'accord de sortie du Royaume-Uni négocié avec l'Union européenne. Les oui à droite, 286. Les non à gauche, 344. Les non l'emportent, les non l'emportent. J'annonce donc aujourd'hui que je quitterai la présidence du Parti conservateur le vendredi 7 juin afin qu'un nouveau dirigeant puisse être désigné. Je dis à tous les sceptiques, les gars, nous allons dynamiser le pays, officialiser le Brexit au 31 octobre et profiter des opportunités de l'esprit d'entreprise. Boris Johnson confirme la suspension du Parlement de mi-septembre au 14 octobre. Demande approuvée par la reine Elisabeth II cet après-midi. Une initiative qui pourrait laisser au Premier ministre britannique les coudées franches en vue du Brexit et ce sans que Westminster ne puisse entraver ses décisions. Alors que le Premier ministre n'a plus de majorité au Parlement, il pourrait être forcé de repousser le Brexit qu'il souhaite tant. Les députés ont voté une loi pour reporter ce divorce de 3 mois. Hier soir, les députés britanniques ont voté contre la tenue d'élections législatives anticipées. J'avais déjà demandé à la Chambre de faire confiance au peuple, mais une fois de plus, l'opposition pense savoir mieux que tout le monde. Elle voudrait que le Premier ministre britannique entame une négociation vitale sans avoir le pouvoir de se retirer. Ils veulent retarder le Brexit encore une fois sans respect pour ceux qui ont voté pour. Au Royaume-Uni, le président de la Chambre invite les députés britanniques à siéger dès demain matin. Réaction après que la Cour suprême du pays a jugé illégale la suspension du Parlement britannique. Ce genre de choses au Parlement ou dans les tribunaux ne facilite pas beaucoup les choses. C'est un bon accord pour notre pays, le Royaume-Uni, mais aussi pour nos amis européens. Nous allons pouvoir décider de notre futur, reprendre pleinement le contrôle de notre argent, de nos frontières, de nos lois, et nous allons relancer nos échanges commerciaux avec le monde entier. Bravo, merci. Le débat s'est terminé par s'arranger, je crois. J'espère. Ça va voter maintenant. Je crois. I want us to get Brexit done on Saturday. Let's get Brexit done. Mais ce n'est pas terminé. L'accord doit encore être ratifié par le Parlement britannique. Et ce n'est pas gagné. Il avait promis qu'il ne solliciterait pas un nouveau report du Brexit, mais Boris Johnson s'est finalement plié au vote des députés britanniques. Alors qu'un amendement a été voté samedi à la Chambre des communes pour l'obliger à demander un report, le Premier ministre avait assuré qu'il trouverait un moyen de contourner le texte. Deux lettres, deux ambiances. Alors, première lettre qui est donc qui répond à une obligation légale. Boris Johnson envoie ce courrier au président du Conseil européen, Donald Tusk. Il demande un report du Brexit au 31 janvier prochain. Pas de signature en bas de la page. Deuxième lettre qui accompagne la première. Là, il y a une signature et Boris Johnson estime dans cette lettre qu'un report du Brexit porterait atteinte aux intérêts de l'Union européenne et du Royaume-Uni. C'est donc une demande un peu schizophrénique qui remet en fait la balle dans le camp des 27. Ça ne passe pas pour Boris Johnson.
Cet après-midi, le président de la Chambre des communes a refusé de soumettre son accord au vote. Les circonstances d'aujourd'hui sont en substance les mêmes que celles de samedi. Par conséquent, je décide que la motion ne sera pas débattue aujourd'hui, car cela serait répétitif et désordonné. Après une longue journée de débat à Westminster mardi, les députés ont approuvé une deuxième lecture du projet de loi sur l'accord de retrait. Une première étape importante ouvrant la voie à l'étude du texte dans les détails. Ceux qui sont pour à droite 329, ceux qui sont contre à gauche 299. Donc ceux qui sont pour l'emportent. Mais lors du second vote qui portait sur le calendrier express proposé par Boris Johnson, les députés ont retoqué le texte avec seulement 14 voix de majorité. Ce calendrier prévoyait une approbation de la loi d'ici jeudi soir, délai jugé trop court par certains députés. Prenant acte, Boris Johnson a décidé de suspendre l'examen de son projet de loi sur le nouvel accord. Je parlerai aux États membres de l'Union européenne de leurs intentions jusqu'à ce qu'ils aient pris une décision. Tant qu'ils n'auront pas pris de décision, je pense que nous allons suspendre l'étude de ce projet de loi. Les députés demandent un nouveau délai. Boris Johnson en profite pour abattre sa dernière carte. If they genuinely want more time to study this excellent deal, they can have it, but they have to agree to a general election on December the 12th. And that's the way forward. Les élections générales vont permettre à Boris Johnson de reprendre le contrôle de la situation et de se débarrasser d'un Parlement trop divisé sur le Brexit. C'est d'ailleurs sur ce sujet qu'il fait campagne avec un slogan très simple. Get Brexit done. Get Brexit done. Getting Brexit done. Le principal rival de Boris Johnson, c'est Jeremy Corbyn. Le très à gauche leader du Parti travailliste est affaibli par des querelles internes. Il fait campagne sur des sujets sociaux et refuse de se positionner sur le Brexit. Un choix qui sera lourd de conséquences. Plusieurs sondages ont montré que pour les électeurs en général, la question du Brexit devenait plus importante que leur fidélité habituelle. Ce qui était le plus important et ce qui a décidé l'élection, ce sont que la classe ouvrière habituellement travailliste, mais qui a voté pour le Brexit pour plusieurs raisons, était prêt finalement à voter conservateur. Et cela se vérifie notamment dans les bastions de gauche du nord de l'Angleterre. Le 12 décembre 2019, beaucoup basculent en faveur des conservateurs, ce qui contribue à une victoire massive du camp Johnson. Avec 365 sièges contre 203 pour les travaillistes, Boris Johnson obtient la plus confortable majorité à la Chambre des communes depuis Margaret Thatcher en 1987. With this mandate and this majority, we will at last be able to do what? Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis enchanté de vous retrouver en direct sur UPR TV et sur notre page Facebook pour faire un point sur cet événement qui vient de se passer hier, 12 décembre 2019, et qui est un grand jour dans l'histoire, de la Grande-Bretagne. Je veux parler de la victoire écrasante de Boris Johnson et des conservateurs aux élections générales britanniques qui viennent d'avoir lieu. Comme vous le savez sans doute, un certain nombre de nos compatriotes en France s'intéressent de plus en plus à la sortie de l'Union européenne et au Frexit, mais beaucoup de nos compatriotes, intimidés par ce qu'ils entendent dans les grands médias, pensent que c'est très difficile de sortir de l'Union européenne, c'est impossible. Et le nombre de fois où des journalistes ou bien des gens, des passants dans la rue m'ont dit « mais regardez ce qui se passe au Royaume-Uni, c'est épouvantable », le nombre de fois où tout ceci nous a été opposé a pesé lourd, je pense, notamment dans le résultat des élections européennes. Or, qu'est-ce qui vient de se passer ? Il vient de se passer que les Britanniques ont décidé, le peuple britannique, de confirmer, d'amplifier même, le vote de juin 2016 en accordant une majorité tout à fait écrasante au Parti conservateur en siège. Ce qui prouve au passage, et maintenant ça veut dire que Boris Johnson va avoir les mains libres pour mener le Brexit. Je rappelle que dans la Chambre des communes sortante,
Après les défections qu'il y avait eu du Parti conservateur, il n'y avait plus que 298 députés conservateurs, alors qu'il en faut 326 pour avoir la majorité, ce qui donnait lieu à des combinations avec tel ou tel parti, et ce qui avait en fait entravé la bonne marche de la sortie de l'Union européenne. Maintenant, le Parti conservateur peut compter sur 364 députés, c'est-à-dire 38 députés de plus que la majorité de 326. Ça veut dire que même s'il y a quelques chevaux légers, quelques personnalités peu maîtrisables parmi les nouveaux députés élus, il n'y en aura jamais 40. Ça veut donc dire que Boris Johnson a désormais tout pouvoir pour mener à bien le Brexit qui aura lieu le 31 janvier prochain. Il l'a encore confirmé. Ça veut dire au passage que, c'est ce que je n'ai cessé de dire depuis des mois et des mois, ce qui est difficile, ça n'est pas de sortir de l'Union européenne, ce qui est difficile, c'est d'obtenir que ceux qui ont été battus par le suffrage universel acceptent le verdict des urnes. Alors c'est d'autant plus difficile si la majorité est étroite. Maintenant, avec une large majorité, je pense que Boris Johnson va pouvoir mener à bien son projet. D'ailleurs, toute sa campagne a été fondée là-dessus. Get Brexit Done, ce qui est en anglais, ce qui veut dire en français, eh bien, réalisons le Brexit. Alors, ce qui est intéressant dans ces élections, c'est le score des autres partis, et en particulier le score du Parti travailliste qui s'effondre, qui passe de 40% tout rond qu'il avait obtenu aux élections générales de 2017 à 37,2, c'est-à-dire il y a 32,2, c'est-à-dire qu'il perd 7,8 points, presque 8 points en moins par rapport aux élections de 2017. Ça veut dire que la politique, le programme de Jeremy Corbyn a en fait détourné les électeurs. Et pourquoi ça ? Parce qu'en fait, Jeremy Corbyn avait promis tout et son contraire. Il avait dit qu'il allait renégocier un accord de sortie, et puis qu'ensuite il soumettrait ça au référendum, mais que lui ne prendrait pas position. Donc il essayait de satisfaire un petit peu tout le monde. Et je voudrais dire un mot sur le Brexit Party, le parti de Nigel Farage, qui a réuni 2% des suffrages, parce que Nigel Farage a décidé, avec, il faut le reconnaître, un sens de l'intérêt national qui est digne d'être salué, Nigel Farage a décidé de ne pas présenter de candidat face à énormément de candidats du Parti conservateur. Je rappelle ici, j'aurais peut-être dû le faire auparavant, que le système électoral britannique est un système particulier, très différent du système français, puisque les élections législatives au Royaume-Uni sont à un seul tour. Et il y a un principe qui est en anglais de first past post, c'est-à-dire que celui qui arrive en tête obtient le siège même s'il ne fait pas 50% des suffrages. C'est-à-dire que si par exemple le premier fait 38% des voix, le deuxième 35%, le troisième 18%, le quatrième 5%, c'est celui qui a fait le score le plus important, 38%, qui est élu même s'il n'a pas la majorité. Alors ce système électoral uninominal à un tour est un système extrêmement contraignant et qui force les partis politiques à s'entendre, d'où ce bipartisme traditionnel au Royaume-Uni. S'il y avait eu le même système qu'en France avec 2 tours, il est très probable que Nigel Farage aurait présenté des candidats dans toutes les circonscriptions pour son Brexit Party, et puis au deuxième tour, il y aurait eu certainement une alliance entre le Parti conservateur et le parti du Brexit de Nigel Farage pour avoir une majorité au deuxième tour. Mais ce système uninominal obligeait Nigel Farage soit à présenter des candidats avec le risque de faire perdre sa majorité à Boris Johnson et donc de remettre en cause le Brexit, soit de se faire harakiri pour le Brexit Party et d'assurer au Parti conservateur cette majorité qui était nécessaire. Saluons quand même donc le sens de l'État de Nigel Farage, qui a souvent été présenté comme un hurluberlu. Ça n'est pas le cas. Il a fait preuve d'un sens politique très important. Rappelons aussi que c'est lui quand même qui est à l'origine de tous ces événements. Je voudrais aussi d'ailleurs rappeler au passage que Boris Johnson, qui a été présenté dans les médias français comme étant une espèce d'incarnation du délire, quelqu'un comment dirais-je, de complètement immaîtrisable, un original, etc., etc., eh bien en réalité se révèle un très fin politique. Il apparaît désormais de la trempe des plus grands premiers ministres britanniques de l'après-Seconde Guerre mondiale, à l'égal de Winston Churchill. Alors, excusez-moi, il fait un petit peu chaud. Pour ce qui nous concerne maintenant, eh bien c'est un événement très important parce que ça va lever une hypothèque. Les Français vont pouvoir mesurer bientôt, à partir du 31 janvier si tout va bien,
qu'un pays peut sortir de l'Union européenne, et pas des moindres, un très grand pays, le Royaume-Uni, qui est la 7e ou 8e puissance économique mondiale, à peu près à égalité avec la France, un grand peuple peut sortir de l'Union européenne, qu'il y a une vie après l'Union européenne. Ça, c'est un point tout à fait fondamental et qui va lever une hypothèque. Alors, de deux choses l'une, soit le Royaume-Uni disparaît dans la GN, s'effondre dans les flots, revient à l'âge de pierre, etc. À ce moment-là, effectivement, on pourra dire que c'est une catastrophe. Soit c'est l'inverse, c'est-à-dire que le Royaume-Uni continue à améliorer ses résultats économiques qui sont d'ailleurs globalement tout à fait satisfaisants depuis le référendum de 2016, renoue avec sa grandeur, renoue avec ses relations dans le monde entier et surtout retrouve sa marge de manœuvre et sa volonté de décider par eux-mêmes de leur politique. C'est ça l'essentiel. Nous, j'explique toujours, et j'invite celles et tous ceux qui m'écoutent à bien le comprendre, si nous proposons de sortir de l'Union européenne, ça n'est pas par nostalgie ou par ringardise, c'est pour rendre aux Français leur démocratie, c'est parce que c'est à eux de décider ce qu'ils veulent. Et tout le problème auquel on est confronté, c'est qu'en France, il y a encore énormément de Français qui n'ont pas encore bien compris, même pas compris du tout parfois, la relation de cause à effet qu'il y a entre notre appartenance à l'Union européenne et les politiques au quotidien que les Français rejettent. Par exemple, l'actuelle réforme sur les retraites. Bon, la France est dans une situation de quasi-chaos. On a en France des élites politiques qui se barricadent derrière des chevaux de frise. Il suffit de voir comment l'Élysée est désormais protégée. On a des dirigeants politiques qui se méfient du peuple français et qui appliquent une politique qui est celle imposée par la Commission européenne, par le rapport des grandes orientations des politiques économiques. Je l'ai souvent dit, notamment pris en vertu de l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Mais une fois qu'on sera sorti de l'Union européenne, on n'aura plus ça, on n'aura plus cette obligation. Donc sortir de l'Union européenne, comme nous le proposons depuis plus de 12 ans, ça veut dire rendre aux Français les manettes. Ça veut dire qu'on ne sera plus obligé de réformer les retraites, le couteau sous la gorge que nous impose la Commission européenne. Ça veut dire qu'on ne sera plus obligé de mener des guerres illégales sous la coupe de l'OTAN, article 42 du traité de l'Union européenne. Ça veut dire qu'on ne sera plus obligé de démanteler le droit du travail qui nous est imposé par le rapport des grandes orientations des politiques économiques. Ça veut dire qu'on ne sera plus obligé d'avoir une politique agricole de plus en plus délirante qui signe la fin des entreprises agricoles individuelles, articles 38 et 39 du TFUE. Ça veut dire qu'on ne sera plus obligé d'avoir un démantèlement, une privatisation des services publics qui nous est imposé par les rapports des grandes orientations des politiques économiques. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de délocalisations industrielles qui nous sont imposées par l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, avec la libre circulation des mouvements de capitaux. Si nous sortons de l'Union européenne, ça veut dire aussi que nous mettrons un terme au rachat désormais hebdomadaire que l'on constate de grandes entreprises françaises ou d'entreprises ou de start-up par des intérêts américains, par des intérêts chinois. C'est tout ça que ça veut dire. Tout ce que ça veut dire, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut se mobiliser pour sortir de l'Union européenne. Ces élections sont une gifle pour toute l'oligarchie euro-atlantiste, les sondages bidouillés, la manipulation médiatique qui a envahi à la fois le Royaume-Uni et les pays d'Europe et du monde, et en particulier la France, où on ne cessait d'expliquer aux Français, mois après mois, que les Britanniques, paraît-il, se mordaient les doigts, étaient ravagés de remords d'avoir voté pour le Brexit en 2016. C'est un mensonge. C'est ce que l'on appelle aujourd'hui une fake news. Les grands médias français sont extraordinairement responsables du formatage de l'opinion publique française par ces fake news en faisant croire que les Britanniques regrettaient. Ça n'est pas vrai, au contraire, ils ont confirmé et amplifié leur vote de 2016. Il ne s'agit pas de sortir de l'euro pour sortir de l'euro. D'abord, on peut sortir de l'euro de plein de manières différentes. Puis il y a des sorties de l'euro qui craignent. Des sorties de l'Union qui craignent. Le Brexit britannique, il craint. C'est-à-dire, il transpire la xénophobie, la droite ultra-libérale pour laquelle l'Union européenne n'est pas encore assez libérale, etc. Donc, il y a des sorties de l'Union européenne qui sont moches. C'est pour ça que toutes ne se valent pas. Alors, la sortie de gauche, en effet, elle peut venir comme l'une des nécessités d'une trajectoire de sortie du capitalisme. Boris Johnson, en fait, est un peu, si j'ose dire, la réincarnation de Winston Churchill, qui, à l'origine, d'ailleurs, avait été présenté de la même façon. Alors, il a une certaine originalité, mais il est en train de mener sa barque très très bien, et il est en train de montrer au peuple d'Europe qu'il y a une vie après l'Union européenne, et on peut le voir sur au moins 3 grands sujets, si vous me le permettez. Premièrement, en matière sociale, c'est un Brexit social.
Il a décidé d'augmenter de 6,2% le SMIC, alors que nous, on traîne en France un SMIC qui augmente à peine du niveau de l'inflation. Deuxième sujet, c'est un Brexit vert, c'est-à-dire qu'il a annoncé que les subventions versées prétendument par Bruxelles, mais en fait versées par la Grande-Bretagne à l'Union européenne, vont aller aux agriculteurs britanniques. Mais ces subventions vont aller de plus en plus vers une agriculture respectueuse des terroirs, une agriculture raisonnée, une agriculture bio. Et puis, le troisième facteur, c'est les services publics, puisque M. Boris Johnson a décidé de mettre le paquet, notamment sur le service de santé, réhabiliter les hôpitaux publics, et puis aussi les services, par exemple, de chemin de fer, avec la nationalisation d'une ligne de chemin de fer. C'est-à-dire qu'il prend le contre-pied, en fait, de toutes les directives de l'Union européenne. On peut même ajouter depuis 48 heures une nouvelle cerise sur le gâteau, c'est en matière diplomatique. Quatrième sujet. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé, vous avez vu, le président des États-Unis, Donald Trump, avait menacé que les États-Unis allaient bombarder 52 sites culturels du plus haut intérêt culturel de l'Iran, ce qui est absolument scandaleux, contraire à toutes les conventions internationales de l'UNESCO ou de patrimoine mondial de l'humanité. La Commission européenne a refusé de condamner cette déclaration scandaleuse de Donald Trump, alors que Boris Johnson, que l'on prétendait par ailleurs inféodé aux États-Unis, a dit que si les États-Unis faisaient ça, ce serait un crime de guerre. C'est-à-dire que même en matière de diplomatie, Boris Johnson est en train de montrer que le Brexit est en train de libérer les Britanniques. Et François Asselineau, pourtant, c'est avec Donald Trump, sans doute. On le sait, le président américain n'attendait que ça, ce Brexit, pour faire un bel et grand accord avec le Royaume-Uni. C'est de là, certainement, que va venir un salut assez réciproque. On va voir. Maintenant, il va y avoir moins d'un an, puisque le 31 décembre 2020, Boris Johnson a décidé que l'accord de libre-échange avec le reste de l'Union européenne devrait avoir lieu. Sinon, il n'y aura pas d'accord et à ce moment-là, ce seront les règles de l'OMC qui s'appliqueront. Mais moi, je suis très confiant pour la suite des événements. Je pense que Boris Johnson, il a parfaitement manœuvré. Il a un accord qui est un vrai accord, c'est-à-dire que le 31 janvier à 23h, heure de Londres, à minuit, heure de Paris et de Berlin, eh bien, le Royaume-Uni aura maintenant la faculté de prendre ses propres lois, de décider sa propre diplomatie, d'augmenter le SMIC, de mettre de l'argent dans les services publics, de renationaliser, bref, de faire un bras d'honneur à la dictature européiste qui est en train d'ailleurs d'enflammer la France. Comparez les situations sociales en France et au Royaume-Uni, et vous aurez tout compris. Alors, je vous rejoindrai sur un point. Effectivement, l'histoire n'est pas finie. Ça, c'est vrai. Actons quand même un événement de portée historique. Pour la première fois, un pays de l'Union européenne décide de la quitter. Alors, ça n'a pas été sans mal. Il y a eu des guérillas à la fois parlementaires et de Bruxelles qui a tout fait pour que la secte ne laisse pas partir ce pays dissident, en quelque sorte. Et finalement, ce dont notre journal n'a jamais douté, à aucun moment nous n'avons eu l'idée qu'il pouvait y avoir un doute, le Brexit arrive, c'est-à-dire que politiquement et juridiquement, l'Union européenne perd, en quelque sorte, le Royaume-Uni. Alors, là où vous avez raison, c'est que sur le plan économique, il va y avoir encore, dans les mois qui viennent, des négociations importantes pour déterminer le type de relation à venir entre les deux parties. Alors, chaque partie explique qu'on peut arriver à un accord, mais en effet, vous avez raison, il y a des choix. Pour ma part, je ne crois pas du tout que Boris Johnson opte pour une solution qui serait en quelque sorte un faux Brexit. C'est-à-dire on en sort, mais en réalité, on continue à appliquer les règles, même si on n'est pas représenté au sein des institutions. Tout ce qu'il a jusqu'à présent dit et fait a été conforme à ce qu'il a annoncé, à savoir on rompt de manière claire et nette. Petit paradoxe quand même cruel pour ceux qui souhaitaient rester dans l'Union européenne ou à Westminster. Pendant des mois et des mois, les députés pro-Union européenne ont bloqué, ont tout fait pour faire capoter l'accord qu'avait négocié Theresa May avec Bruxelles. Un accord qui était finalement beaucoup plus mou, où elle avait dû, d'ailleurs, compte tenu de son manque de majorité, à faire concession pour concession, mais qui a quand même été bloqué. Et Boris Johnson est arrivé en disant... Accord ou pas accord, de toute façon, on va sortir. Et en tapant en quelque sorte du poing sur la table, il a obtenu un accord, alors certes avec des concessions sur l'Irlande du Nord, mais fondamentalement qui est beaucoup plus net, certains diraient beaucoup plus dur,
que ce que les anti-Brexiteurs avaient fait dérailler. Et ça ne veut pas dire que dans notre journal, on est des partisans absolus de Boris Johnson, mais il faut reconnaître les choses. Et donc, qui peut se réjouir et qui peut pleurer? Nous considérons qu'aussi bien au Royaume-Uni que dans le reste de l'Europe, ceux qui peuvent se réjouir, c'est ceux qui considèrent que la question du Brexit était d'abord une question politique. Gardons-nous, ou plutôt reconquérons-nous la liberté de décider de notre avenir politiquement ou pas. Alors, vous le disiez, François Poulet-Matisse, tout reste à faire. Ça peut tomber dans un camp comme dans l'autre. On entendait le chantre du Frexit, Monsieur Asselineau, François Asselineau, tout à l'heure, qui nous disait, mais regardez, Boris Johnson a augmenté le SMIC, il va investir des millions avec quel argent dans les urgences. C'est la question que je vais poser. Vous voyez, avec quel argent? Parce qu'il faut que les caisses soient... Exactement. Mais en tout cas, il l'a fait, il a déjà augmenté. Le SMIC, c'est ce que ceux qui fantasment peut-être sur... les sorties des pays se disent, voilà, on a les pieds, les mains liés par l'Union européenne, responsable de tous les maux. Qu'est-ce que vous leur répondez à eux? Je crois qu'il suffit de voir la complication énorme qu'a représenté la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Et ces 2 années de négociations, d'aller-retour qui n'en finissaient pas, toutes les complications liées à la sortie, pour montrer que ça a désespéré beaucoup de candidats à la sortie. Beaucoup de pays qui auraient pu être tentés effectivement par suivre l'exemple de la Grande-Bretagne ont réfléchi à 2 fois. Et aujourd'hui, vous ne voyez pas un seul pays de l'Union européenne qui a envie pour l'instant, ou même qui l'exprime. Même en France, où certains partis, je pense notamment à droite, envisageaient très nettement un Frexit, ces partis-là n'en parlent plus. Donc aujourd'hui, toutes ces complications montrent que sortir de l'Union européenne, c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Et Boris Johnson n'a pas encore dit ses véritables intentions. Et ça, c'est une très grande incertitude, en particulier pour l'avenir de l'économie britannique. Qu'est-ce que vous craignez le plus? Pierre Lévy, le beurre et l'argent du beurre, vous pensez, pour Boris Johnson, qui a en tout cas certainement cette ambition avec la crémière, certainement. Alors, je voulais d'abord réagir sur ce que vous avez dit. D'abord sur le SMIC, enfin le salaire minimum britannique. Avec quel argent? C'est le secteur privé. Donc évidemment, les chambres de commerce, le patronat a crié, comme tous les patronats du monde, quand on les contraint à augmenter les salaires, que jamais ça ne serait possible. Mais dans les faits, ça se fera. Et l'économie britannique, non seulement ne sombrera pas, mais tous les éléments... Parce qu'on vient finalement de vivre un tournant. Depuis plus de 3 ans, il y a eu donc cette guérilla qui a donné l'impression que c'est un enfer d'où ne peut sortir que le chaos. Et que, au fond, toutes les catastrophes nous attendaient au coin de la rue. Et bien, maintenant, on va voir, et chaque jour qui passe sans que le Royaume-Uni ne sombre dans la Manche est un démenti cinglant à ceux qui nous expliquaient que ça allait être un cataclysme. Alors, il faut quand même se rappeler tout ce qu'on nous a expliqué, tout ce qu'on nous a annoncé, tous les cataclysmes. Je pense par exemple à M. Mark Carney, qui était jusqu'à peu le gouverneur de la Banque d'Angleterre, qui expliquait en 2016 que ça allait être une catastrophe absolue. Aujourd'hui, il est devenu responsable de l'ONU pour le climat, il annonce d'autres catastrophes. Quoi qu'il en soit, les cataclysmes en question, non seulement ne sont pas en passe de se produire, mais tous les éléments, tous les indicateurs, tous les indices qu'on connaît virent plutôt au vert, que ça soit en matière de chômage et donc d'emploi, que ça soit en matière d'investissement, que ça soit en matière de croissance et même de prévision de croissance. Le FMI, qui faisait partie des élites mondialisées qui prédisaient le pire, doit bien reconnaître qu'en effet, ce n'est pas exactement les catastrophes annoncées. Et donc, je le citais, M. Carnet disait, alors qu'il disait ça allait être une catastrophe, il dit le mieux n'est pas encore assuré. Pierre Lévy, on agite encore le chiffon rouge, c'est du bluff, c'est alors, quoi? Qu'une chose soit bien claire. Dans notre journal, nous n'avons jamais affirmé ou analysé que la réalisation du Brexit allait automatiquement et mécaniquement créer un paradis sur Terre. Simplement, le Brexit, et je l'ai dit, d'abord et avant tout, un enjeu politique. C'est-à-dire que les Britanniques reconquièrent la liberté de décider de leur politique économique, bonne ou mauvaise. Avant, elle ne pouvait que dépendre de l'Union européenne. Aujourd'hui, ils ont la liberté de choisir. C'est ça l'essentiel. Alors maintenant, effectivement, il y a un certain nombre de signes qui annoncent, qui semblent indiquer que les catastrophes annoncées ne se sont pas produites et ne sont pas en passe de se produire. Je ne dis pas que c'est parce que le Brexit va créer des miracles. Simplement, tout ce qu'on nous avait expliqué
s'avère inexact. Et donc, on va voir les choses. Mais encore une fois, la liberté d'un peuple de décider de son sort, c'est quand même l'essentiel. C'est vrai, mais pas tout à fait vrai, dans la mesure où c'est pas une véritable liberté qu'ils ont reconquise. Le Royaume-Uni, lorsqu'il était dans l'Union européenne, faisait partie de la plus grande, une des deux plus grandes puissances commerciales du monde. Aujourd'hui, le Royaume-Uni va se trouver seul, à devoir renégocier une centaine d'accords commerciaux séparément avec l'ensemble des pays, à se trouver dans une position de très grande infériorité lorsqu'il devra s'adresser par exemple aux États-Unis, par exemple à la Chine, où son poids ne sera pas du tout le même que lorsqu'il faisait partie d'un ensemble beaucoup plus puissant qui était l'Union européenne. Ça, il ne le mesure pas encore. Deuxième chose que je note, des pans entiers de l'industrie sont directement menacés. Je pense à l'industrie automobile, je pense à Airbus, je pense à l'ensemble de secteurs qui vont voir probablement des débuts de rapatriement sur le continent d'activités industrielles. Donc il va y avoir énormément de conséquences. Je pense aussi que, en partie, les gens qui ont voté en faveur du Brexit, et notamment ceux qui sont au centre de l'Angleterre, vont devoir réaliser que cette partie de l'Angleterre a bénéficié d'aides régionales absolument considérables, que pour l'instant, le gouvernement britannique n'a pas imaginé la manière dont elle pourrait les compenser. Il y a un certain nombre de conséquences qui n'ont pas été mesurées. Donc alors je ne prédis pas la catastrophe. Je ne fais pas partie de ceux qui prédisent la catastrophe. Je fais partie de ceux qui prédisent qu'il y aura des conséquences lourdes pour la Grande-Bretagne. Oui, allez-y Pierre. Mais les conséquences lourdes, encore une fois, ça sera des conséquences d'une politique qui pourrait être menée et décidée librement. Il y a un point sur lequel je ne vous suis pas. C'est l'idée, au fond, que dans le monde dans lequel on vit, plus on est gros et puissant, mieux on se porte. Et qu'il faut avoir en quelque sorte l'effet de taille pour peser en quelque sorte. Ça, c'est un discours qu'on connaît bien, qui est aussi celui, enfin, c'est pas une critique à votre égard, c'est aussi celui de M. Barnier. On comprend bien que M. Barnier va pas dire c'est formidable maintenant, puisqu'il a tout fait pendant 3 ans pour rendre la vie impossible à ce Brexit. Mais voilà, on ne sait pas. C'est pas parce qu'on est gros et puissant qu'on s'en sort mieux. Regardez, je prends l'exemple le plus caricatural, si je puis dire, la Suisse, qui a un certain type d'accord sectoriel avec l'Union européenne, mais qui n'est en aucune manière tributaire et contrainte par des décisions politiques. On ne peut pas dire que la Suisse soit une grande puissance économique dans le monde. Eh bien, personne n'a entendu que la Suisse sombrait, avait une situation catastrophique. Au contraire, même si rien n'est paradisiaque, on peut penser qu'elle s'en sort plutôt mieux. Elle n'est pas membre de l'Union européenne. Personne ne dira, comme la Suisse d'ailleurs ou la Norvège, ce sont des pays qui finalement proches suivent l'Union européenne, suivent les réglementations européennes. Et le fait de simplement les suivre, sans y participer directement, font qu'ils sont dans une situation qui va très bien. C'est pour ça que je pense très raisonnablement que si Boris Johnson suit la voie assez prévisible de rester très proche de l'Union européenne, à la fois dans les réglementations, à la fois dans les accords, etc., il a plus de chances, finalement, de maintenir à un certain niveau de puissance économique de son pays que si il choisit la rupture totale. Alors manifestement, Bruxelles a l'air de lui faire les os doux à l'inverse, les yeux doux. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, juste avant ce vote, aujourd'hui, avait une tonalité très doucereuse. On vous aimera toujours, on sera jamais très loin. On n'est pas trop dans le ton d'un divorce non consenti. Mais c'est-à-dire qu'il maintenant, il ne peut plus faire autrement. Il faut bien qu'il fasse de nécessité vertu. On nous avait dit, ça sera le Brexit dur, les foudres de... Voilà, on leur avait prédit ça quand même aux Anglais, c'est vrai. On leur avait prédit les pires catastrophes s'ils votaient pour sortir de l'Union européenne. Pendant 3 ans, tout a été fait. Encore une fois, je suis désolé de me répéter, mais on l'a vécu tous, mois après mois. J'ai été quelques fois invité sur ce plateau et à chaque fois, il y avait de nouveaux obstacles, de nouvelles embûches. Qui résultait pour l'essentiel de la volonté de Bruxelles et des anti-Brexit, d'autre part au Royaume-Uni, de faire capoter tout cela. C'était une illusion. Donc, les choses maintenant, parce on n'est plus à une époque où l'on pouvait, comme ça s'est fait en France, comme ça s'est fait en Irlande, comme ça s'est fait au Danemark,
où on pouvait inverser en quelque sorte les verdicts populaires. Parce qu'il faut quand même rappeler ceci. On parle économie, c'est normal qu'on réfléchisse sur les conséquences. Mais rappelons-nous quand même l'essentiel. Si aujourd'hui la Grande-Bretagne sort de l'Union européenne, c'est parce que son peuple en a décidé ainsi en 2016. Et donc c'est le respect du verdict démocratique. Tout à fait. Et donc, nous sommes d'accord là-dessus. Et donc, mais c'est l'essentiel. Après, une fois... créer cette nouvelle situation, l'Union européenne a autant intérêt à faire, entre guillemets, les yeux doux au Royaume-Uni que l'inverse, contrairement à ce qu'elle dit. Et donc, je suis tout à fait convaincu qu'il y aura, sous une forme que personne ne connaît encore, des relations maintenues, bien entendu. Il n'y aura pas une guerre au travers de la Manche. Je vous rappelle quand même qu'en général, un accord commercial, trouver un véritable accord commercial avec une partie, c'est long. En général, c'est 2, 3, voire 4 ans. Voilà. En général. Là, Boris Johnson a fait le pari de le mettre sur une année. C'est-à-dire d'arriver au 31 décembre 2020. C'est vrai, mais regardez. Si jamais il n'y arrive pas, alors, mais regardez on retombe dans l'hypothèse d'un Brexit. Il a fallu 3 ans pour arriver à se sortir d'une situation inextricable. Au moment où Boris Johnson arrive, il dit « Moi, je vais régler la situation en 2 mois ». Et de fait, il a presque... parce que le Parlement tel qu'il était l'a contraint à le dissoudre, donc il y a eu le temps de la dissolution, Boris Johnson a quasiment tenu parole, alors que personne... Je vous rappelle que, je le dis juste en une phrase, mais il y avait eu un premier accord signé, j'en ai parlé, entre Theresa May et Bruxelles, cet accord qui avait été long à signer, et une fois signé, Bruxelles, les 27, avait dit, il n'est pas question qu'on y touche une seule virgule. C'est signé, on ne fera aucune concession supplémentaire de quelque nature que soit, c'est l'accord, point barre. Oui, c'est ce que je vous disais, le ton a changé. Mais le ton a forcément changé, sauf à déclarer la guerre à la Grande-Bretagne. Donc chaque partie a intérêt à ce que les relations, non seulement commerciales, mais de sécurité, de défense, soient pas un état de guerre. À ne pas jouer des jeux dangereux. Par exemple, si Boris Johnson imagine tout d'un coup de dire bon, ça y est, les impôts, on les descend en flèche, on fait de la concurrence fiscale, on crée une forme de Singapour européen. Puis je me permets de vous interrompre sur Singapour, c'est très drôle. On va laisser le développer quand même, parce que c'est vrai que ça, c'est la crainte de beaucoup de... J'ai le moment. Voilà. Dès le moment où on s'affranchit d'un minimum de règles de bon comportement de relations commerciales, effectivement, là, on se met dans une position où on n'est plus... en recherche d'un accord, on est en position dans laquelle on devient opposant. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, se pose la véritable question, parce que je rappelle quand même que pour le Royaume-Uni, l'important, c'est de garder les avantages d'un accès au marché européen. Or, c'est ça qui est en cause. Excusez-moi, j'ai été un peu vif à vous interrompre. J'aurais dû attendre la fin, bien entendu, mais c'est le mot Singapour qui m'a fait réagir. Oui. Ça ressort souvent, Pierre Lévy. Absolument. Ça m'a fait réagir, c'est que c'est quelque chose qu'on entend souvent. Le risque existe, dit-on, que Boris Johnson opte pour une option Singapour sur Tamise. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une sorte de dumping fiscal, social, environnemental, tout ce qu'on voudra. Mais c'est très drôle parce que... l'Union européenne vient de signer un accord commercial avec Singapour. Donc, si c'était un modèle de déréglementation, on le saurait. Donc, prendre cet exemple en disant ça va être Singapour sur Tamise, Singapour, en réalité, vient de signer avec l'Union européenne un accord de libre-échange. Donc, moi, je ne suis pas quelqu'un qui pense que le libre-échange est la panacée qui va régler toutes les questions. Non. Je n'en suis pas un fanatique, mais ça, c'est nos analyses. Chacun peut évidemment avoir sa propre analyse. Je ne crois pas du tout que Boris Johnson va opter pour dire on a fait le Brexit, mais on va continuer à appliquer les mêmes règles. Ce serait d'abord un suicide politique, tout simplement. Et en plus, je pense que... La manière de le dire, on peut le faire sans le dire. Ça ne pourra échapper à personne. Oui. Ça ne pourra échapper à personne. D'autant que l'Union européenne souhaiterait ça. Et donc ne manquerait pas de crier, évidemment, victoire si, en effet, Boris Johnson acceptait de se mettre sous le contrôle de la Cour de justice européenne, par exemple, pour régler les différends, ou d'accepter que les règles en termes d'échange, de commerce, de réglementation diverses et variées s'alignaient de manière dynamique, en plus, sur celle de l'Union européenne. Ça serait non seulement un suicide politique, mais alors, on discutait un petit peu avant l'émission, nous sommes d'accord sur un point, c'est que Boris Johnson est un homme qui est flexible, c'est un opportuniste, pragmatique si l'on veut. Voire imprévisible. Mais
je crois que c'est également un homme qui a une vision à long terme. Et l'intérêt de son parti, si je puis dire, c'est d'être là où on ne l'attend pas, c'est-à-dire de faire une politique qui n'est pas du tout traditionnellement celle des Tories. Par exemple, vous avez vu... Qui déroute une partie des conservateurs. Absolument. Vous avez vu, il vient par exemple de renflouer une compagnie privée d'aviation, complètement, et le Télégraphe a analysé ça comme une trahison du thatcherisme, en quelque sorte. Donc, et il parle d'investissements publics massifs, notamment en direction des régions favorisées. S'il veut tenir tout ça, il va le trouver où, Pierre Lévy, cet argent? Parce que c'est vrai que c'est ce que posait comme question... je ne sais pas s'il va le trouver là où je souhaiterais qu'il le trouve. Personnellement, je pense que, comme dans la plupart des pays de l'Union européenne, les moyens financiers existent pour peu que la production ne bénéficie pas de manière déséquilibrée au capital au détriment du travail. Donc, mais ça, c'est une autre émission. Voilà. Donc, je pense, il n'y a pas de souci sur le fait que les moyens existent. Les prendra-t-il effectivement là? Ça, l'histoire de le dira. Encore une fois, moi, je ne suis pas un fanatique de Boris Johnson. J'essaye de comprendre sa logique. Et je crois comprendre que politiquement, il souhaite ancrer son parti dans des classes populaires qui sont celles qui ont fait gagner le Brexit et qui ont fait gagner Boris Johnson, qui l'a piqué au labour, et qu'il souhaite en quelque sorte conserver pour le parti Tory. Mes chers compatriotes, je ne résiste pas au plaisir de vous tenir informés des derniers développements survenus outre-Manche depuis les élections du 12 décembre dernier, ces élections qui ont été un véritable triomphe pour Boris Johnson, pour le Parti conservateur et pour les partisans du Brexit de façon plus générale. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'on vient d'assister au discours de la reine. Le discours de la reine, prononcé par le monarque britannique, n'est pas évidemment rédigé par la reine. Il est rédigé par les services du Premier ministre de l'occupant du 10 Downing Street, en l'occurrence par Boris Johnson. Les premiers mots de ce discours, c'est « Mon gouvernement a pour priorité de réaliser la sortie de l'Union européenne pour le 31 janvier 2020. » C'était la promesse essentielle faite par Boris Johnson. Mais ça n'a pas traîné. « Get Brexit down », comme on dit en anglais, c'est-à-dire faisons en sorte que réussissons le Brexit, faisons en sorte que le Brexit ait lieu. Eh bien, à peine élu, à peine les députés installés, eh bien, c'est la priorité fixée par la reine d'Angleterre. Ça officialise au Royaume-Uni la procédure. C'est comme une publication au journal officiel. Dans ce discours de la reine, il y avait d'autres choses qui ont été dites, et notamment, il y a un aspect qui a été souvent méconnu par les journaux français, et qui a été beaucoup combattu d'ailleurs par les travaillistes britanniques, et qui est la politique sociale de Boris Johnson. On a eu tendance, et même certains en France ont tendance à faire la fine bouche sur la victoire de Boris Johnson en disant « mais ça va être terrible, les travailleurs vont être pressurés, etc. » Moi, je n'en sais rien, c'est que les travailleurs vont être pressurés. Ce que je sais, c'est que c'est aujourd'hui que les travailleurs en Royaume-Uni et en France sont pressurés justement par les directives venues de Bruxelles, par la mise en concurrence généralisée avec des pays à très très bas coût de salaire et de cotisations sociales. Donc c'est en ce moment que ça se passe, les problèmes pour les ouvriers, pour les agriculteurs et pour les professions libérales, pour les retraités, c'est en ce moment que ça se passe sous l'emprise de l'Union européenne et non pas sous la possibilité, l'hypothétique politique de Boris Johnson. En tout cas, Boris Johnson a annoncé qu'il allait mettre le paquet sur le NHS, c'est-à-dire le service national pour la santé, c'est un peu l'équivalent de notre système de sécurité sociale avec l'ensemble des hôpitaux qui s'y rattachent. Les Britanniques sont extrêmement attachés à leur service national de santé, comme les Français sont très attachés à l'assistance publique, aux hôpitaux publics, à la sécurité sociale. C'est un des fondements même de l'attachement de la France au corps social national français. Eh bien, c'est la même chose pour les Britanniques. Alors, ce qu'a dit Boris Johnson, c'est que désormais, il allait redonner beaucoup de crédit au NHS. Il a évoqué une montée en puissance. Il y aura jusqu'à 33,9 milliards de livres sterling, c'est-à-dire à peu près quelque chose comme 38 milliards d'euros, 37 milliards d'euros par an, en plus pour le NHS. Il vient d'ailleurs, et c'est assez notable, il vient ainsi contredire ou prendre une position diamétralement opposée à la politique qui avait été menée depuis 9 ans par ses prédécesseurs, qu'ils fussent conservateurs ou travaillistes. Ainsi donc, Boris Johnson, le conservateur Boris Johnson, eh bien, les toutes premières mesures qu'il annonce sont des mesures beaucoup plus sociales
que celles prises notamment par les premiers ministres travaillistes dits de gauche qui l'avaient précédé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé également ? Boris Johnson a fait quelques annonces assez spectaculaires. Il a pris acte du fait que la BBC britannique avait continuellement pris position contre le Brexit, alors que c'est un service public. C'est un équivalent des services, ce sont des médias audiovisuels britanniques qui sont financés par le contribuable et qui ont pris ouvertement, même s'ils avaient été pas tendres contre Jeremy Corbyn, ils avaient quand même pris ouvertement, ou à peu près ouvertement, position contre le Brexit. Donc Boris Johnson a dit qu'il allait nettoyer tout ça, faire le ménage, et qu'il fallait que les médias publics représentent l'ensemble des opinions publiques et non pas seulement la position de tel ou tel responsable qui a été nommé là par un gouvernement antérieur. Donc il va faire le ménage en la matière et notamment peut-être remettre en cause certaines subventions aux médias publics. Autre chose, prenant à contre-pied toute l'oligarchie, Boris Johnson a dit qu'il n'irait pas et aucun de ses ministres ne se rendront à Davos. Vous avez cette espèce de grand-messe. Davos est une station climatique de montagne suisse, dans le canton des Grisons, qui est devenu, au fil des années, depuis maintenant 25 ou 30 ans, est devenu un des grands rendez-vous planétaires où se rencontrent les chefs d'État, de gouvernement, les grands chefs d'entreprise du monde entier, tout le monde communiant ainsi dans la divinité mondialisation. Et l'on y voit des présidents de la République ou des têtes couronnées qui voisinent avec des chefs d'entreprise ou des leaders de start-up. Tout ceci pour œuvrer dans le sens de la libéralisation toujours plus des échanges et dans la mondialisation. Eh bien, Boris Johnson a dit qu'il avait mieux à faire que d'aller boire du champagne avec les milliardaires de Davos. Alors sans doute certains trouveront cela populiste et démagogique, mais néanmoins, ça plaît au peuple britannique qui a le sentiment qu'il voit arriver maintenant comme Premier ministre un Premier ministre qui est leur défenseur, le défenseur des classes moyennes et des classes populaires de la population britannique, le défenseur de ceux qui ne veulent pas perdre leur emploi, qui veulent en retrouver, quoique le taux de chômage est faible maintenant au Royaume-Uni, le défenseur de tous ceux qui veulent tout simplement que le Premier ministre britannique défende les intérêts des Britanniques. Enfin, au moment même où je parle, 20 décembre 2019 au soir, eh bien on a appris que dans le courant de la journée, un premier vote avait été obtenu par Boris Johnson à la Chambre des communes, justement sur l'accord qu'il a négocié avec l'Union européenne. Et c'est un vote historique, mais un vote très confortablement obtenu, puisque Boris Johnson a obtenu 358 voix pour et 234 contre. Ça veut donc dire que le Brexit est désormais bien parti pour avoir lieu le 31 janvier prochain. Il faut comprendre autre chose, c'est qu'il va falloir aussi définir le type de relations commerciales, d'échanges et d'accords commerciaux entre le Royaume-Uni et le reste des pays membres de l'Union européenne qui sont restés dans l'UE. Et pour cela, l'accord qu'avait négocié Boris Johnson prévoyait de faire des négociations avec les pays membres de l'UE, et tant que ces négociations n'auraient pas abouti, eh bien on reste dans le système actuel. Alors ce qu'a obtenu Boris Johnson dans ce vote dont je parlais à l'instant, ce qu'il a eu l'idée intelligente d'inscrire, c'est que ces négociations avec l'Union européenne pour fixer un accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Royaume-Uni ne pourront pas durer au-delà du 31 décembre 2020. Ça veut donc dire qu'il se prémunit de cette façon contre toute tentative d'obstruction des européistes pour faire durer, comme il l'avait fait auparavant avec cette pauvre Madame Theresa May, pour faire durer des négociations qui finiraient par se perdre dans les sables, et le Royaume-Uni resterait ainsi englué dans les traités de l'Union européenne pour ad vitam aeternam. Donc ce qu'a dit Boris Johnson, c'est soit le Royaume-Uni obtient avant le 31 décembre 2020 un accord de libre-échange avec les pays membres de l'Union européenne qui satisfasse le Royaume-Uni, soit il ne l'obtient pas, et à ce moment-là, eh bien, ça sera le hard Brexit, un Brexit sans accord, et ce sont les règles générales de l'Organisation mondiale du commerce qui s'appliqueront. Ça veut donc dire qu'en matière commerciale, et je dis bien seulement en matière commerciale, avec les pays membres de l'Union européenne, eh bien, il y aura une date butoir qui sera le 31 décembre 2020.
Pierre Lévy, rédacteur en chef du mensuel Rupture. Bonsoir Pierre Lévy. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur RT France. Vous êtes donc rédacteur en chef du mensuel Rupture et la une de votre journal cette semaine, ce mois-ci même, puisque c'est un mensuel, c'est enfin libre. Expliquez-nous pourquoi. Effectivement, vos téléspectateurs ont la chance de l'avoir quasiment en avant-première. C'est évidemment un événement historique, ce Brexit, qui peut être le seul événement de même importance depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, c'est la chute du mur de Berlin, mais dans un autre sens. Là, cette fois, pour la première fois, un pays quitte l'Union européenne suite à une décision démocratique de son peuple. Évidemment, notre journal qui, depuis mois après mois, depuis 3 ans, raconte, si je puis dire, les mésaventures du Brexit et n'a jamais douté que le Brexit aurait lieu, eh bien, a quelques raisons de se réjouir, et sur le fond, et sur la manière dont les choses se sont passées, même si, bien sûr, l'histoire n'est pas finie. Oui, parce que ça a été compliqué, hein, cette sortie. 3 ans et demi, vous l'avez dit, Emmanuel Macron qui parle d'un jour triste pour la France, pour les Britanniques. Alors, je pense que c'est surtout un jour triste pour lui-même, pour sa classe et pour sa caste, c'est-à-dire pour tous ceux qui espéraient encore, qui avait quelques illusions, que jusqu'au dernier moment, il y avait la possibilité de faire dérailler le Brexit. Et évidemment, ils ont échoué, malgré toutes les tentatives, que ce soit à Bruxelles ou bien de tous les députés pro-Union européenne à Westminster, qui n'ont négligé aucune embûche, aucune entourloupe, aucun blocage, jusqu'au point de bloquer complètement le Parlement. Mais c'était de bonne guerre, finalement, puisque les uns voulaient que la Grande-Bretagne reste et... Voilà, les uns, autres. Mais les autres étaient majoritaires. Et donc, on peut considérer quand même que dans un pays qui se réclame de la démocratie, le verdict du peuple, majoritairement, doit être respecté. Il l'a été. Beaucoup de gens ont cru, même ceux qui le souhaitaient, que ceux qui mettaient des obstacles finiraient par gagner et empêcher. Nous avons toujours analysé que le Brexit se ferait. J'ai eu l'honneur et le plaisir d'être invité quelques fois sur votre plateau, et à chaque fois j'ai répondu ça, au point même que certains de vos téléspectateurs se disent « mais pourquoi ils répètent tout le temps ça, puisqu'on n'est pas sûr, ils vont réussir à tout faire capoter ». Non. Objectivement, nous ne sommes plus dans l'époque où on peut inverser le verdict populaire. Il faudra, et c'est peut-être ça justement qui rend triste Emmanuel Macron. Mais surtout, vous parliez de verdict populaire. Il y a eu un premier vote du Brexit à proprement parler, puis la majorité absolue donnée à Boris Johnson. Ça peut être considéré comme un second vote parce qu'on s'est dit non, finalement les Britanniques n'en veulent plus. Absolument. Je pense que la majorité, le triomphe de Boris Johnson en particulier, dans les classes populaires, dans la classe ouvrière, dans les banlieues où les gens étaient les plus pauvres, ont été ceux qui ont fait gagner le Brexit et qui ont fait triompher Boris Johnson, parce que précisément Boris Johnson a eu cet avantage de dire « je vais réaliser le Brexit avec ou sans accord ». Il a tapé du poing sur la table, ça a marché. Alors, nous, dans notre journal, on n'est pas des fanatiques de Boris Johnson. Il faut dire une chose, c'est que ce Brexit... il n'implique pas qu'automatiquement les politiques qui seront menées au Royaume-Uni seront progressistes, bonnes, formidables et que ça deviendra un paradis. Simplement, et ce n'est pas un détail, les Britanniques récupèrent le droit de déterminer eux-mêmes les politiques qui concernent leur avenir. C'est-à-dire ils redeviennent libres. Et évidemment, après, c'est la démocratie, ça sera ce que les gouvernements, ce que les élections feront. Mais au moins, ils ne sont plus contraints par l'Union européenne. À partir du 1er janvier 2021, ils seront définitivement en dehors. Pour l'instant, on est dans une période de transition et il va y avoir d'importantes négociations sur le plan commercial. Oui, d'importantes négociations que certains prédisent déjà compliquées, hein, puisque les uns vont défendre, chacun va défendre ses intérêts. Mais finalement, le fait d'avoir de bonnes relations économiques, c'est bon et pour l'Europe et pour la Grande-Bretagne. Donc personne n'a intérêt à faire un bras de fer sur cette question. C'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'évidemment, malgré une propagande de mauvaise foi, personne n'imaginait qu'on allait couper les liaisons aériennes, couper le tunnel sous la Manche et arrêter de commercer avec les Britanniques. Évidemment, les deux parties des deux côtés de la Manche ont intérêt à ce qu'il y ait un accord, des relations. Après, ce que Boris Johnson a dit, et personnellement je m'en réjouis, c'est qu'il n'était pas question de s'aligner sur les règles de l'Union européenne. C'est-à-dire ils en sont sortis, c'est pas pour, d'une certaine manière, continuer à s'y soumettre par la fenêtre. Et qu'il n'était pas question, par exemple, que la Cour de justice de l'Union européenne continue à statuer sur les litiges qui pourront avoir lieu. Donc, nous ne nous alignerons pas sur les règles, a dit Boris Johnson. Alors ça inquiète un certain nombre de gens qui sont des fanatiques du libre marché, de la libre circulation des biens, des services, des capitaux, et qui disent le Brexit, enfin la Grande-Bretagne va nous faire concurrence de manière déloyale. Mais non, simplement,
ils auront la liberté de déterminer leurs règles. Est-ce que Londres va se tourner davantage vers les États-Unis? On l'a vu, Donald Trump a proposé un accord du siècle avec Boris Johnson. Alors, pour répondre à votre question, je voudrais attirer votre attention sur un point. Dans toutes les jérémiades qu'on a entendues ces derniers jours au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, on n'arrête pas d'entendre ces pauvres Britanniques qui ont choisi d'être solitaires au lieu d'être solidaires, a dit M. Barnier. C'est ce qui se dit dans les médias mainstream Voilà, européens. c'est ce qui se dit dans les médias mainstream, et c'est surtout ce qui se dit dans les institutions européennes, à Bruxelles, parmi les dirigeants, parmi les amis de M. Macron. Donc, mais d'abord, c'est un peu ridicule, c'est un peu grotesque de penser que le Royaume-Uni va être isolé, quand on connaît quand même l'ampleur des liens qui unissent le Royaume-Uni aux 5 continents. Mais plus fondamentalement, ils ne seront pas isolés. C'est au contraire, en quittant l'Union européenne, qu'ils vont récupérer les relations avec le monde. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus ce filtre de l'Union européenne qui les maintient dans un carcan et dans une entité qui les prive en quelque sorte de relations beaucoup plus globales sur l'ensemble de ce monde. J'attire votre attention sur le fait qu'aujourd'hui même, pour fêter le Brexit, le gouvernement a décidé d'introduire de battre monnaie, enfin une nouvelle pièce de 50 pence, avec cette inscription « Paix, prospérité et amitié entre toutes les nations ». Alors ça paraît peut-être anodin comme formule, mais c'est une sorte de pied de nez à Bruxelles, amitié avec toutes les nations. C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement dans un petit groupe où on est amis entre nous face au reste du monde. Il y a aussi une politique étrangère européenne à laquelle devait se plier Londres. Se plier Londres, qui n'a jamais réellement fait, parce que la politique étrangère européenne est en réalité soumise à des contradictions entre les intérêts qui sont tout à fait différents des pays des uns avec les autres. Mais en tout état de cause, vous avez raison, il y avait ce carcan dont Londres se libère. Donc ce n'est pas un isolement, on récupère au contraire une ampleur et la liberté de commercer, et pas seulement de commercer, d'avoir des relations et de l'amitié avec toutes les nations. Je crois que c'est assez symbolique. Merci beaucoup Pierre Lévy d'avoir répondu à nos questions sur RT France. Merci à vous. Après 3 ans et demi d'un feuilleton riche en rebondissements, le Royaume-Uni fait enfin son Brexit ce vendredi. Londres se donne jusqu'à la fin de l'année pour renégocier ses relations avec l'Union européenne. Bien des choses ont été dites à ce sujet. Lady Play d'Égypte devait s'abattre sur l'économie britannique. Pourtant, rien de cela ne s'est produit, en tout cas pour l'instant. Plutôt le contraire, mais pour combien de temps? On voit ça tout de suite avec l'économiste Jacques Sapir. Bonsoir Jacques, soyez le bienvenu. Alors Jacques, merci Stéphanie. Doit-on être pessimiste ou optimiste à propos du Brexit? Que réserve-t-il aux Britanniques? Alors oui, effectivement, les adversaires du Brexit avaient commencé à parler de toute une série de cataclysmes et de catastrophes qui allaient se produire. Et ils l'avaient fait de manière assez consciente pour, d'une certaine manière, terroriser les lecteurs britanniques, ce qui était d'ailleurs très mal le connaître. Et ce qu'on a pu appeler le projet peur n'a pas du tout fonctionné. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, disons, il y a de cela une dizaine de jours, en réalité, le Fonds monétaire international a publié des prévisions de croissance et, comme par hasard, on voit que la croissance de la Grande-Bretagne est prévue pour les 2 prochaines années à un niveau supérieur de la croissance de l'Union européenne. Donc voilà, il va falloir effectivement maintenant être un petit peu plus sérieux et regarder quels sont les atouts, mais aussi peut-être les faiblesses de l'économie britannique. Alors Jacques, ce Brexit, est-ce qu'il a déjà provoqué les catastrophes qu'on nous avait prédites? Alors, en ce qui concerne la production britannique, le PIB, vous savez, on en avait déjà parlé lors de l'émission sur le protectionnisme. Eh bien, quand on regarde les courbes, on voit que le PIB de la Grande-Bretagne, il augmente à peu près au même rythme que le PIB de l'Allemagne, même là, un petit peu plus vite que le PIB de l'Allemagne, nettement plus vite que le PIB de la France. Je le redis, ce sont les dernières prévision du Fonds monétaire international qui donne une croissance de 1,4% pour la Grande-Bretagne, mais plutôt de 1,2% pour l'Union européenne et un petit peu moins, par exemple, pour l'Allemagne. Donc non, ce qui est prévu pour les prochaines années, c'est que l'économie britannique va continuer de croître et de croître plus vite que l'Union européenne. Alors, on parle beaucoup, Jacques, de l'impact évidemment du Brexit sur le chômage. Est-ce que ce dernier va augmenter ou diminuer selon vous ? Alors effectivement, le chômage avait d'ailleurs été un des grands arguments pour le Brexit. Ce que l'on constate, c'est qu'en fait, depuis 2010, le chômage en Grande-Bretagne baisse à peu près au même rythme qu'a baissé le chômage en Allemagne. Vous voyez, il y a une très grande différence avec la courbe de l'Italie ou la courbe de la France. Alors, ce qu'il faut dire maintenant en perspective, c'est que le Brexit va évidemment réduire l'entrée des travailleurs européens
en Grande-Bretagne. Donc ça veut dire que les entreprises britanniques vont devoir embaucher des Britanniques. Ça, c'est un bon point pour l'emploi. Deuxièmement, comme les salaires ont été fortement augmentés, le salaire minimum a été augmenté de 6,6% au début de cette année. Donc on a une situation qui est plutôt favorable aux ouvriers britanniques. Le problème d'ailleurs, c'est qu'elle est peut-être tellement favorable qu'aujourd'hui, ceux qui s'inquiètent le plus du Brexit, ce sont certaines entreprises, en particulier les entreprises de main-d'œuvre. Alors Jacques, qui dit hausse des salaires et beaucoup moins de chômage, dit aussi inflation. N'est-ce pas un risque au Royaume-Uni pour la compétitivité de son économie ? Alors vous avez tout à fait raison, parce que ça, si vous voulez, c'est un cocktail quand vous avez très peu de chômage, quand vous avez des salaires qui commencent à augmenter fortement, eh bien, on aboutit à ce qu'on appelle dans notre jargon d'économiste, je suis désolé, je suis économiste, c'est ce qu'on appelle justement l'inflation qui est poussée par les coûts ou cost push. Alors, il faut d'abord savoir que le taux d'inflation, il était déjà assez différent, mais depuis 2009-2010. Vous voyez, là, il y a eu, par exemple, en 2013 et 2014, une hausse de l'inflation nettement au-dessus du taux d'inflation qui était celui de l'Allemagne ou de l'Angleterre. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que depuis le vote sur le Brexit, donc le référendum de juin 2016, eh bien, l'inflation en Grande-Bretagne est à peu près au même niveau que celle en Allemagne. Par contre, elle est nettement plus forte qu'en France. Alors Jacques, je reviens à la charge. Ce surcroît d'inflation, surtout s'il devait accentuer ces prochaines années, ne pourrait-il pas mettre l'économie britannique en mauvaise posture quand même ? Effectivement, c'est ce qu'on appelle le problème de la contrainte extérieure. Et là, vous avez tout à fait raison d'en parler. Quand on a une hausse des coûts, si on a le même taux de change que ses voisins, on a un problème. Sauf que la Grande-Bretagne a toujours refusé absolument de faire partie de la zone euro. Elle a toujours voulu conserver la livre sterling. Et là, ce qu'on voit, c'est que qu'est-ce qu'a provoqué le référendum de juin 2016 ? Il a provoqué une dépréciation de la livre. Vous voyez, elle commence à baisser avec les premiers sondages sur les résultats du référendum. Et puis quand il y a le référendum, là, elle tombe vraiment. Et aujourd'hui, on constate qu'il y a eu une dépréciation d'environ 20% du taux de change. Et cette dépréciation, elle est plus que suffisante pour couvrir les écarts de coûts, les écarts d'inflation entre les pays de l'Union européenne et la Grande-Bretagne. Donc d'une certaine manière, c'est le fait d'avoir conservé sa propre monnaie qui, là, donne à la Grande-Bretagne la flexibilité nécessaire pour résister à un possible retour de l'inflation. Alors, est-ce que ça a eu des conséquences sur les importations et exportations britanniques ? Oui, il y a eu une petite conséquence. Et là encore, si vous voulez, il faut bien regarder ce qui se passe. Jusqu'en 2013, à peu près, il y a les exportations et les importations sont à peu près au même niveau. Après, de 2013 jusqu'à 2016, eh bien, les exportations montent moins rapidement que les importations, donc le déficit commercial, évidemment, augmente. Et puis, à partir du moment où on a la dépréciation de la livre sterling, qui donc survient dans la deuxième moitié de 2016 et surtout l'année 2017, eh bien, on voit que les deux courbes commencent à se resserrer et on peut donc penser que d'ici les prochaines années, eh bien, elles vont à nouveau se recouper et qu'il n'y aura plus de déficit commercial en Grande-Bretagne. Alors, quelles sont les perspectives de l'économie britannique dans ce contexte du Brexit ? Alors, au niveau des perspectives, d'abord, il faut parler de l'investissement. On en avait déjà parlé dans l'émission sur le protectionnisme. L'investissement n'a pas été affecté par le vote de 2016. Par contre, les incertitudes extrêmement importantes qu'il y a eu en 2019, quand on ne savait pas est-ce que le Brexit aurait lieu, est-ce qu'il serait peut-être annulé, etc. Bon, ça a déstabilisé les entreprises. Et là, il y a une chute des investissements, en particulier des investissements étrangers en Grande-Bretagne. Par contre, depuis que l'on est sûr que le Brexit va avoir lieu, depuis en fait que Boris Johnson a gagné la bataille des législatives en décembre, eh bien, on voit un retour de confiance important dans les entreprises. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point qu'il faut avoir à l'esprit, c'est le fait que la structure des importations et des exportations britanniques, elle n'est pas réellement centrée sur l'Union européenne. Regardez, c'est quand même important. Alors, ce sont des chiffres qui datent de 2016, mais on voyait que déjà à cette époque-là, donc avant les effets du vote sur le Brexit,
eh bien, les exportations n'allaient qu'à 43% vers l'Union européenne et que le reste du monde, c'était pratiquement 60%. Alors, c'est moins important pour les importations, et là, il y a une raison très simple, c'est qu'il y a beaucoup d'importations en Grande-Bretagne qui sont ce qu'on appelle des importations de proximité. Un exemple classique, c'est le bacon du petit déjeuner anglais qui est acheté au Danemark, essentiellement. Bon. Mais donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, évidemment, la Grande-Bretagne commerce peut-être plus avec le reste du monde qu'avec l'Union européenne. Et c'est encore plus évident quand on regarde la liste des principaux clients de la Grande-Bretagne. Eh bien, vous voyez, les États-Unis font 19%, alors que le total de l'Allemagne et de la France, c'est quand même les deux premières économies de l'Union européenne, n'arrive pas à ce niveau-là. Et même si on ajoute l'Italie, qui est la troisième économie de l'Union européenne, ben non, on ne va pas y arriver. Donc ça veut dire effectivement qu'on a une économie qui est plutôt tournée sur le reste du monde que sur l'Union européenne, et c'est pour ça que d'une certaine manière le Brexit fait sens. Alors Jacques, selon vous, pas de catastrophe à l'horizon? Non, pas de catastrophe, et tant pis pour tous ces gens qui prédisaient le pire pour la Grande-Bretagne. Non, la Grande-Bretagne ne va pas connaître de catastrophe avec le Brexit. 10, 9, 8, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Voilà. La Grande-Bretagne vient de sortir de l'Union européenne. Vous voyez, vous entendez la joie des Brexiteurs. Vous êtes prêts? Il y a un mot qui me vient à l'esprit, qui me paraît important ce soir après tout ce qui a été dit, c'est le mot libre. L'Angleterre va être libre. Et je ne peux pas m'empêcher d'avoir une pensée pour quelqu'un avec qui j'étais la semaine dernière devant sa prison en Angleterre, où j'étais, Julian Assange, qui j'espère lui aussi sera bientôt libre. Qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui? Est-ce que je veux, moi, d'un syndicat de copropriété qui, au lieu de s'occuper des espaces communs, s'occupe des couleurs de ma chambre, s'occupe de beefsteak que je vais manger ou de la femme que je veux épouser? Eh bien, c'est ça l'Europe aujourd'hui. C'est un syndicat de copropriété qui s'occupe de la couleur de mes chaussons. Et moi, excusez-moi, la couleur de mes chaussons, je la choisis moi-même. Donc cette Europe qui veut me faire dire, qui veut me faire faire, qui veut faire ce qu'elle veut, va te faire foutre. Et qu'on me dise pas que ça fait mal, que c'est dangereux. Non, je suis désolé. Aujourd'hui, nous sommes au XXe siècle. Quand on ne va pas dans un couple, eh ben, on divorce. Et après seulement, on voit comment on se partage les biens. Et les biens, dans le cas d'un divorce, pour l'Europe, ça appartient d'abord au peuple. Aujourd'hui, c'est un moment historique. Je vais demander à tous les intervenants qui sont derrière, François Premier, de venir ici, qu'on fasse une photo. Parce que cette photo-là, vous la reverrez peut-être plus jamais. François, Jacques, Jean-Frédéric, Nicolas, Florian, venez tous autour. Cette photo, regardez-la bien. Regardez ce qui nous unit plutôt que ce qui nous désunit. Alors, oui, je crois que c'est une photo rare. C'est qu'en dépit de ce qui nous sépare, il y a quand même quelque chose qui nous rallie, qui est encore plus fort que tout.
c'est l'amour et la liberté de la France. Alors, nous avons à voir. C'est comme la soirée a été bien calibrée, nous allons avoir dans quelques instants le compte à rebours pour le Brexit qui aura lieu à minuit, j'insiste, à minuit heure de Paris et 23h heure de Londres. On a mis les 12 coups de Big Ben, puisqu'ici il est minuit, mais vous savez qu'il y a eu une polémique au Royaume-Uni parce qu'ils ne peuvent pas utiliser Big Ben en ce moment qui est en réparation. Moi, ce que je vous propose, c'est que nous allons tous ensemble écouter religieusement les 12 coups de Big Ben. À minuit pile, heure de Paris, le Royaume-Uni sera sorti juridiquement de l'Union européenne. Nous ferons, je crois, une grande ovation et après ça, nous écouterons avec respect l'hymne national britannique du God Save the Queen et ensuite l'hymne national français de la République française comme au plus grand jour des années 1940-1944. Voilà. Alors je ne sais pas quand est-ce que ça commence, le compte à rebours, c'est bientôt dans 2 minutes. Eh bien, il faut que le président de la République pose en adulte la même question que celle que David Cameron avait posée en juin 2016 au peuple britannique. Il faut que le président de la République lance un référendum et demande aux Français la construction européenne, stop ou encore. Est-ce qu'on sort de l'Union européenne ou est-ce que l'on y reste? Voilà. Il faut un référendum sur le Frexit. Notez bien qu'il n'y a jamais eu de référendum en France sur cette question. Les 3 référendums qui ont eu lieu sur la question européenne en France ont été sur l'élargissement au Royaume-Uni, au Danemark, à l'Irlande et à la Norvège. C'était en 1972. On n'avait pas demandé aux Français s'ils étaient d'accord pour rester dans le marché commun. Le deuxième référendum a été celui de Maastricht, donc qui était est-ce que l'on passe du marché commun à l'Union européenne? On ne leur a pas proposé de sortir du marché commun. Et le troisième, donc dans ces 2 premiers cas, le oui l'avait emporté dans des conditions d'ailleurs de propagande absolument inouïes, en particulier celui sur Maastricht. Et le troisième référendum qui a eu lieu en France, c'est celui de 2005, où on a demandé aux Français s'ils voulaient la Constitution européenne, et cette fois-ci, les Français ont voté non à 55%. Moyennant quoi les oligarques euro-atlantistes français ont fait ratifier par les parlementaires français, dans le dos du peuple français, le même texte à 99,9%, par la procédure du Congrès, le traité de Lisbonne, en fin 2007, 2 ans et demi après. Ça veut donc dire qu'on n'a jamais demandé aux Français est-ce que oui ou non on reste dans l'Union européenne. Eh bien moi je demande ici, formellement, au président de la République française, il en a le pouvoir, je dirais même il en a le devoir historique, de demander aux Français par référendum est-ce que oui ou non vous voulez sortir de l'Union européenne ou y rester. C'est un référendum sur le Frexit. Je pense que c'est la seule façon désormais de régler les problèmes proliférants qui entravent l'avancée de notre pays et qui, au contraire, plongent la France dans une situation de désastre de plus en plus intense. Vous êtes peut-être d'accord avec ce qui a été dit. Vous n'êtes peut-être pas d'accord, mais vous avez écouté les arguments.
Dans les deux éventualités, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, soyez gentils, mettez un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné à C'est dans l'air, vous pouvez le faire maintenant. C'est gratuit, et ça nous encourage.